messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, euh, nouveau tutoriel, si on peut appeler ça comme ça. Je pensais à un peu enseigner, si je peux dire, les bases de la navale, ce qu'il faut savoir sur le naval principalement. Donc je pense qu'en premier lieu, on peut commencer sur, pourquoi pas un petit bilan de toutes les unités donc navales, en comptant les navires de surface et les sous-marins. Bon, sous-marins bien moins nombreux, mais c'était pas grave. Alors, peut-être je compterai aussi les officiers. Ouais, je pense que je vais les compter. Bon, je vais vraiment essayer d'être rapide parce que c'est pas ça l'événement principal, si je peux dire, de cette vidéo. C'est pas ça dont je veux vraiment vous parler, mais on en a besoin pour ce qui arrive ensuite. Donc pour ce qui est de la corvette en premier lieu, euh, personnellement avant j'utilisais beaucoup en début de game. C'était vraiment la corvette pour protéger mes villes côtières, si j'en avais, si j'avais des villes côtières. Et ça permettait par exemple s'il y avait des troupes qui voyageaient en navire de transport, donc imaginez des troupes telles quelles adverses, qui voudraient pénétrer mes villes côtières, et bien la corvette empêchait tout simplement que ces troupes puissent réaliser leur mission. Donc, et puis ça permet aussi de faire des bombardements assez tôt dans la game, donc point avantage niveau navy, niveau naval, même si la corvette n'est pas connue pour être le destructeur de navires, loin de là bien sûr. Peut-être j'en reparlerai plus tard, justement pour la partie qui nous intéresse, mais qui arrivera juste après. Donc pour le moment, tout ce qu'il y a à savoir. Euh, Aussi, donc, la corvette qui va être plus oubliée, qui va être plus avantagée sur les eaux côtières. Donc pour accéder aux eaux côtières, vous faites ça. Et donc tout ce qui est en bleu clair, c'est les eaux côtières. Donc alors avant, il y avait un malus niveau point de vie quand ça arrivait dans la haute mer. Plus maintenant, c'est dès le niveau 1, vous avez autant de points de vie en haute mer que euh, en eau côtière. Donc maintenant, c'est plus la vitesse qui est impactée, mais c'est quand même pas mal, hein, parce que la corvette qui va bien plus vite en eau côtière qu'en eau profonde, vous voyez bien, ça double littéralement, hein, donc c'est pas négligeable. Alors ensuite, les frégates, très connues pour être un peu l'anti-aérien de votre Navy. Alors attention, c'est anti-aérien plus au niveau des avions, donc que ce soit chasseurs ou avions lourds, je sais plus comment, unité lourde, ils les appellent comme ça. Mais pas vraiment les gros avions, hein, si je peux dire. Parce que contre les hélicos, la frégate qui va être plutôt inefficace. Si on va regarder les stats, alors je vais déjà remettre le mode politique. Et si on va voir les frégates, bon niveau 1 par exemple, on voit que bon, les hélicos, bon, un point d'attaque, un point de défense, pas très, euh, pas très puissant tout ça. Niveau max, je sais pas si ça change. On a deux, bon, clairement la frégate qui est pas faite pour ça. Euh, Alors si j'avais pris cette game, c'est parce que justement il y avait un exemple que j'ai plutôt subi ouais, récemment, c'était hier ou avant-hier. Sachant que là on est le 3 janvier 2025. Euh, donc vous voyez ici, bon, il y a la Serbie qui est un peu l'ennemi de la game. Il n'y a plus que nous deux hein, globalement dans la game. Il y a l'Allemagne aussi, mais pour vous mettre dans le concept de la game, il y avait la Russie et la Pologne qui étaient alliés à moi, donc maintenant qui sont bien inactifs depuis bien longtemps. Et j'avais décidé d'attaquer l'Allemagne, donc je l'ai plutôt défoncé, sauf que en gros c'était moi qui le défonçais, qui prenait ses villes, lui qui reprenait ses villes, donc c'était vraiment un cercle vicieux. Puis l'Allemagne son économie a quand même chuté, donc je pensais qu'ils étaient inactifs, et ben non. Vous voyez que là ils sont plutôt actifs en envahissant toutes ces terres, aussi en Afrique. Voilà. Sauf que à l'époque leur coalition c'était euh, Allemagne, Serbie. Et il y a l'Angleterre qui les a rejoints plus tard, quand l'Allemagne était justement, je croyais qu'ils étaient inactifs. Et en gros, l'Angleterre, comme vous pouvez voir sur le profil, c'est un joueur pro, rang 105. Bah, j'ai pu en quelque sorte le défoncer, mais je pense que c'est parce que
le joueur qui est derrière le pays, franchement, j'ai vu ses troupes et je me suis dit, il est pas investi dans sa game. Clairement, il avait tout niveau 1, les infanteries, les corvettes, il avait que des corvettes niveau Navy. Voilà, puis en fait, j'ai vraiment juste fait une attaque surprise depuis Newcastle, et puis voilà le résultat. Euh, Quelques jours après le drame pour l'Angleterre. Et donc la Serbie, on arrive au point qui m'intéresse, a commencé à m'attaquer, voilà, donc niveau perte, euh, c'est plutôt équilibré, enfin ouais, vous voyez, niveau ici, il y a 1400 de pertes de différence. Et il faut savoir que dans cette game, il y a 5 jours réels où j'étais inactif. Donc 5 jours, j'aurais pu faire beaucoup de choses, mais au final, bah, j'étais inactif. Donc ce qui fait que mon armée est pas au point désiré, bien évidemment, puisque j'ai été inactif pendant un certain temps quand même. Sur 24 jours, donc c'est quasiment un cinquième, un peu plus de un cinquième de la game inactive, c'est quand même beaucoup. Alors, le point qui m'intéresse est le suivant, c'est que la Serbie en ce moment, je sais qu'ils ont des hélicos de combat, donc ce type d'hélico spécial anti-infanterie, et ils les ont niveau 2. Et bah, vous voyez, ils m'ont attaqué, je crois que c'était hier, avec... Non, hier ou avant-hier. Ils m'ont attaqué avec 4 de ces hélicos, 4 hélicos de combat. Et ils m'ont attaqué 7 frégates qui étaient aux abords de Malmo. Ils ont fait quelques attaques et vous voyez que les dégâts sont quand même assez colossaux. Alors, depuis, ma frégate a quand même un peu guéri, donc c'était encore plus bas. Mais comme quoi, c'est pour vous montrer à quel point la frégate n'est pas faite pour contrer les hélicos. Et justement, la frégate qui est faite pour contrer les avions, mais il y a des unités navales qui sont faites pour contrer les hélicos. Alors, je crois pas que c'est destroyer, c'est plus le croiseur. Le destroyer qui, bon, c'est quand même déjà mieux, mais pas non plus tant que ça. Alors que le croiseur, ouais, le croiseur ça commence à être vraiment bien là. Donc c'est plus le croiseur, le porte-avions aussi. Non, oui, le porte-avions, bon, vous avez pas fait un porte-avions juste pour ça, je pense, mais c'est quand même pour votre gouverne. Bon, voilà, ce qu'il faut retenir de la frégate, faite pour l'anti-aérien, mais les avions, les hélicos, pas du tout. Pour les destroyers, bon, quand on voit les statistiques, au début on se dit plutôt, ça va être un bon anti-navire de surface, et finalement, quand on va voir le niveau max, ah, c'est un bon anti-sous-marin en fait. Donc le destroyer, c'est vraiment l'anti-sous-marin par excellence. Euh, et en fait, le sous-marin est vraiment, on en y viendra plus tard, mais c'est vraiment la seule unité qui a des malus d'attaque et de défense en fonction des eaux côtières et des eaux profondes. Destroyer, lui, n'en a pas du tout. Donc Destroyer a clairement l'avantage sur le sous-marin d'attaque. Alors, ça dépend peut-être des niveaux. Niveau 1, euh, niveau 1, niveau point de vie par exemple, c'est comme 40 points de vie le destroyer niveau 1. Et le sous-marin niveau 1 dans les eaux profondes, on va le prendre. C'est là où va être le plus avantagé. Il y aurait 20 points de vie, vous voyez. Donc, bon. Après, il y a plus de dégâts quand même. Mais le destroyer a quand même généralement plus l'avantage quand le sous-marin d'attaque. Voilà. Pour ce qui est du croiseur, bah lui, c'est l'anti-navire de surface par excellence. Vous voyez que contre les sous-marins, justement, bah c'est pas ouf. C'est justement si votre adversaire a des croiseurs, par exemple, eh bien, faut utiliser les sous-marins d'attaque. Car le point faible des croiseurs, c'est bien les sous-marins d'attaque. Le gros point faible en tout cas. Vous voyez un 10 de dégâts contre les navires de surface niveau 1. Niveau 2, c'est 20. Donc on retrouve ce paradoxe avec le destroyer, sauf que c'est pour les sous-marins. Donc le croiseur qui est vraiment utile dans ces cas-là. Alors c'est vrai qu'il y a le prix du croiseur aussi qui est assez cher, effectivement. Euh, Surtout les composants hein, dont vous avez besoin. Si vous avez une bonne économie, bon là c'est pas le cas hein, bien sûr, c'est une game assez particulière, mais si vous avez une bonne économie, ça passe. Alors je sens quand même que, alors il n'y a pas le Japon sur cette carte, mais il y a une game où j'avais joué le Japon. Elle est restée dans ma tête parce que c'est la game où j'ai atteint la production par heure de composants la plus grande que j'avais jamais atteinte. Ça devait être 570 et des poussières, donc ce qui est quand même beaucoup. Alors, juste en produisant quelques croiseurs niveau 4 ou 5, donc niveau max,
bah, l'économie, ça passait de 570 à 540 par heure, par exemple. Mais d'un coup, genre. Donc, les croiseurs qui sont quand même, niveau économique, assez chers. Donc, je vous conseille vraiment de faire attention, mine de rien, pour être sûr de ne pas avoir de trop grosses conséquences économiques en produisant vos croiseurs. Voilà. Ensuite, alors, le porte-hélicoptère, c'est une unité alors, qui n'est pas disponible pour moi, par exemple. Je ne sais pas s'il faut payer ou... Je ne suis pas renseigné à vrai dire. Bon, porte-hélicoptère, c'est dans le nom, hein. Ça, c'est comme le porte-avions, sauf que ça porte des hélicoptères. On peut le voir ouais, dans la description. C'est vrai que les options économiques, comme ils disent, c'est bah, moins cher comparé au porte-avions. Après, des hélicoptères dans l'océan, bon, l'hélicoptère GASM, qui est l'hélicoptère anti-sous-marin, mais à part ça, on peut attaquer après avec les hélicos depuis. On peut attaquer une côte depuis la mer. Bon, pourquoi pas, mais franchement, j'ai jamais vu quelqu'un le faire pour le moment. Après, l'unité est encore assez récente, donc c'est peut-être pour ça. Bon, et puis porte-avions, ça porte des avions. C'est un nom, là, encore une fois. Alors, niveau économie, c'est quand même conséquent, notamment pour les coûts, mais surtout pour les exigences. Base d'un niveau 5, c'est pas rien. Euh, Puis après, le porte-avions, comme j'ai déjà pu dire dans d'autres vidéos, euh, vous pouvez vous en passer en construisant des aérodromes un peu par-ci par-là. Ce sera toujours plus rentable. Après, il y a vraiment des contextes où c'est vraiment utile pour le coup. Euh, il y en a un que j'ai déjà raconté, mais ça fait longtemps, donc je pense que je vais le raconter justement. C'est dans le, dans la partie qui m'intéresse de la vidéo, donc on y arrive. Le sous-marin d'attaque, donc c'est vraiment une unité que je vous conseille de mobiliser. Alors, là aussi, il y a un contexte. J'ai déjà raconté, mais ça date là encore une fois. Donc, il y a une game où je joue à Turquie une fois. euh, et en gros, alors déjà, premier coup dur, il y a l'Égypte que je veux attaquer. Donc, bon, l'Égypte qui est par là. Euh, il y a l'Égypte que je veux attaquer. Et je me dis, il y a une base à niveau 3, mais il n'y a pas de navire, donc allez, on va l'attaquer. Sauf que, malheureusement, l'Égypte a un sous-marin d'attaque devant la ville que je veux attaquer. Et donc, à l'époque, j'avais quoi comme navire? J'avais des frégates. Et bien, figurez-vous que les frégates se sont fait défoncer par le sous-marin. Elles sont rentrées au port avec très peu de points de vie. Et j'ai vraiment galéré à éliminer cet unique sous-marin d'attaque. Et ça m'a prouvé en fait que le sous-marin d'attaque en début de game, comme ça, parce que c'était en début de game, contre les frégates, bah c'est très fort. Même en eau côtière, parce qu'il était en eau côtière, parce qu'il était juste devant la ville. Vous voyez? Par contre, contre les corvettes, parce qu'on n'avait pas des destroyers qui étaient l'anti-sous-marin, les corvettes contre les sous-marins, c'est pas à sous-estimer. Vous voyez les statistiques quand même, ça peut faire très mal. Sachant que le sous-marin, en plus en eau côtière, qui est très affaibli. Donc, en fait, si votre adversaire a des sous-marins d'attaque en début de game et que vous êtes plutôt dans un contexte où il y a des eaux côtières, donc comme en Méditerranée ou en mer du Nord ou en mer Noire, eh bien, la meilleure solution, ça va être les corvettes. Parce que, ou les destroyers, mais les destroyers, ça coûte plus cher, donc à voir. Après, si vous avez déjà fait la recherche des destroyers, il vaut mieux en produire, effectivement. Si vous avez les bâtiments, les infrastructures nécessaires. Mais ça m'a prouvé comme ça que le sous-marin d'attaque peut vraiment être très dangereux, même en début de game comme ça, alors que vous avez bah, plutôt une bonne navy avec des frégates et peut-être des corvettes à côté, mais c'est tout. Alors une bonne navy en début de game, bien sûr, hein. Vous êtes jour 5, vous n'allez pas avoir 5 croiseurs, 10 frégates, vous n'allez pas avoir ce genre de navy, bien sûr. Mais c'était vraiment pour vous dire que le sous-marin d'attaque, très dangereux, même en début de game, dans ce type de contexte. Puis le sous-marin nucléaire, lanceur d'engins. Alors, c'est pas le sous-marin qui est nucléaire, hein. C'est ça. Ah, quoique. Bah, si, je pense que non, c'est moi qui dis des bêtises. Je pense que le sous-marin est nucléaire pour le coup. Mais bah, ça lance des engins, donc ça lance des ogives. Bah, un peu de tout, hein. Ça peut lancer des ogives
conventionnel, chimique, nucléaire. Euh, le sous-marin d'attaque, qui lui, pour le coup, peut lancer des missiles de croisière. Et le sous-marin nucléaire d'engin, lui, c'est des missiles balistiques. Plus conséquent sur une ville ou une province, hein, avec s'il y a des troupes dessus, par exemple. Donc, c'est très. C'est un peu votre plateforme lanceuse, pardon, d'engins nucléaires conventionnels, surtout conventionnels, mine de rien, pour ma part. C'est pas un véhicule qui va être très utile pour attaquer d'autres navires ou d'autres sous-marins. Vous voyez que les statistiques sont quand même pas les mêmes comparées aux sous-marins d'attaque. Donc, si vous le formez, c'est vraiment pour lancer des missiles balistiques, quoi. Voilà. Je sais pas s'il est furtif, lui. Peut-être sûrement que si, même. Ouais, c'est une unité furtive, hein, donc en plus. Donc, logiquement, je vous avoue que ça fait un bail que je ne les ai pas utilisés si j'étais là. Mais logiquement, votre sous-marin est à peu près repéré lorsque vous lancez votre missile. Donc en gros, lorsqu'il est déjà trop tard pour l'adversaire, pas l'attaque, il sera obligé de la contrer au mieux, avec des défenses de théâtre peut-être, au mieux, là aussi. Donc voilà un peu pour le bilan des unités. Et maintenant la partie qui m'intéresse, c'est la suivante. Il y a ce que je vais appeler des stacks primordiaux que je trouve particulièrement utiles, et ça c'est peu importe le contexte. Donc, euh, donc dans un contexte naval, bien entendu. Donc des stacks ou donc des groupes de navires en fait, qui vont vraiment être, qui vont vraiment avoir leur qualité quoi. Alors pour le coup ici, on va rechercher surtout une puissance qu'on ne trouvera nulle part ailleurs pour ce qui est du naval. Alors, le premier stack que je voulais vous proposer, là aussi j'ai un exemple pour un peu vous illustrer. Alors, c'est pas en cette game, puisque la game où j'ai utilisé le stack que j'ai faite, c'était avec l'Angleterre, et bah ça fait déjà quand même pas mal de mois que je l'ai faite. Puisque donc là, comme je l'avais dit un peu plus tôt, on est 3 janvier 2025. Faut savoir que septembre, octobre, novembre et début décembre 2024, j'ai pas du tout joué au jeu. Donc, ça fait vraiment pas mal de temps en fait, hein. Ça fait vraiment quelques mois quoi. Cette game avec l'Angleterre, elle date des grandes vacances 2024. Donc, entre peut-être 4, 5, voire 6 mois, je pense plus 4 mois et demi. C'est... Donc, ça commence un peu à dater. Voilà. Mais je m'en souviens quand même, je me souviens des lignes principales. Euh, Donc pour ce qui est de ces stacks primordiaux, comme je les appelle. Alors stacks primordiaux, euh, c'est canon, hein, je peux le changer à tout moment si vous voulez, mais c'est pas des stacks dont vous avez obligatoirement besoin, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment les stacks que je trouve utiles. Donc le premier il y a deux alternatives, et là aussi il y a une notion importante qui va rentrer en jeu. Peut-être que certains même vont découvrir, c'est pas impossible. La première possibilité, c'est 4 croiseurs plus l'officier de marine. Donc, vous êtes d'accord, ça fait 5 bâtiments de guerre dans le même stack. La deuxième possibilité, c'est 5 croiseurs plus un officier de marine. Sachant que les officiers, vous pouvez en former qu'un à la fois, bien sûr. Vous pouvez pas avoir deux officiers de marine, par exemple, en même temps, c'est pas possible. Et donc là, il y en a certains qui vont me dire, mais attends, il y a des limites pour les stacks. C'est-à-dire que si vous dépassez, si vous enfreignez ces limites, eh bien vous allez avoir des malus d'efficacité généraux. Donc ce qui n'est pas forcément bon, hein, pour vos unités, les unités qui sont concernées en tout cas. Cette limite pour le terrestre c'est 10. Donc au-delà des unités, vous commencez à avoir des malus d'efficacité. Pour l'aérien c'est 5 et pour le naval c'est également 5. Sauf que ma deuxième proposition, c'est 5 croiseurs plus l'officier de marine. Donc ça fait 6 bâtiments. Eh bien, figurez-vous que dans le domaine naval, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un peu le domaine d'exception où ces limites qui sont fixées, vous pouvez les dépasser quelquefois. Et au final, ce sera plus rentable de cette façon que dans un cas où vous aurez un bâtiment de moins, donc comme le cas que j'ai ici cité précédemment. C'est-à-dire que dans l'autre cas, le premier cas, il y a un croiseur de moins. Alors ça va être plus efficace parce que, figurez-vous, quand on va voir dans les statistiques, euh, on a
quelque chose comme 10 d'attaque en supplémentaire, donc ce qui est pas négligeable. Seulement 10 entre guillemets, parce que il y a quand même un malus qui va s'établir. Mais le malus reste moins fort, en quelque sorte, que les avantages apportés. Donc on a cet avantage de puissance qui est apporté. Niveau vitesse, ça va peut-être plus lentement, c'est possible, sauf que quand même euh, l'officier tout seul va procurer des bonus au stack dans lequel il est, pardon. Euh, des bonus de vitesse notamment. Non. Ah bah. Alors attends, peut-être niveau supérieur. Alors niveau. Je me souviens que j'avais amélioré le niveau 5, cet officier de marine, donc. Ah d'accord, il y a pas de bonus de vitesse. Ah, bah je pensais, désolé. C'est plus le vétéran chevronné qui aurait des bonus de vitesse. Ah oui, d'accord, j'ai confondu. D'accord, désolé. Bah, en fait, l'officier de marine qui a pas de bonus de vitesse. Donc, c'est largement possible que le stack là avec 5 croiseurs plus un officiel marine aille un peu moins vite. Mais franchement, vu la puissance que ça offre, c'est. C'est vrai que si vous poursuivez un stack ennemi, bon, bah là, vaut mieux rester à un stack optimal niveau troupe, donc 5 max. Alors, pour le coup, ici, niveau bâtiment de guerre, donc 5 max. Euh, Oui, d'ailleurs, c'est vrai, il y a un autre exemple, c'est que alors, quand je jouais la Chine, j'avais fait ce stack de 5 croiseurs plus un officier de marine. C'est vrai que j'avais poursuivi un stack, alors c'était du Venezuela, je crois bien, c'était des destroyers, et en gros, ils m'ont fait balader un peu tout autour du Japon sans que je puisse jamais les rattraper, parce que justement, je n'avais pas la vitesse nécessaire. Donc en fait, le désavantage de ce stack que je viens de vous citer, c'est surtout la vitesse qui va être, alors pas grandement diminuée, mais quand même un petit peu, suffisamment pour que les troupes en face, si elles ne sont pas dans le même cas que vous, bah, puissent vous fuir en fait. Voilà. Bon, donc c'est vraiment le désavantage. Donc avantage en fait, c'est vraiment la puissance que ça offre. Alors niveau chiffres, je crois que ça offrait entre 130 et 140 de puissance. Donc autrement dit, ce stack qui va euh, euh, qui va pouvoir one shot très aisément un porte-avions niveau 1 par exemple. Donc bah, ça fait rêver hein, forcément. Donc ça c'était pour le premier type de stack et on va arriver à l'exemple, mais d'abord j'ai besoin de vous présenter un autre stack. Alors c'est pas vraiment un stack primordial, c'est plus l'unité hein, que j'ai envie que vous formiez en fait parce qu'elle est vraiment utile. Alors à part si le contexte ne vous le permet pas. Donc cette unité c'est bien sûr le sous-marin d'attaque. Alors avec l'Angleterre j'avais un stack de 5 sous-marins d'attaque, donc juste 5 sous-marins d'attaque simples et un autre stack avec 4 sous-marins d'attaque, plus l'officier des sous-marins, donc bon, moi je l'appelle comme ça, c'est le commandant de sous-marin, le skipper de renom, pour ceux qui préfèrent. Alors, je sais pas honnêtement si ça marche, skipper de renom plus 5 sous-marins d'attaque. On copie un peu le même exemple avec les croiseurs et l'officier de marine, mais logiquement ça devrait marcher, mais c'est vrai que dans la game avec l'Angleterre, bah, je n'ai pas testé. Donc en soi, je ne peux pas affirmer que ça marche. Logiquement, ça doit marcher. Euh, je reste avec le stack des 5 sous-marins d'attaque que j'obtenais peut-être 92 de stats, un truc dans le genre. Euh, Niveau attaque et donc niveau défense aussi, en eau profonde hein, bien sûr. Donc sous-marin d'attaque qui n'est vraiment pas à négliger. Et donc en gros, avec tous ces stacks réunis et d'autres navires à côté, bien sûr, il y avait des frégates, il y avait peut-être des destroyers, ça c'est moins sûr. Il y avait des frégates et des corvettes à côté, c'est sûr. Eh bien, j'étais allé voir l'Amérique du Sud, qui dans cette game était un peu l'ennemi. Et c'est comme ça que tout seul, euh, j'ai pu affronter leurs 5 flottes réunies. Donc il y avait Cuba, il y avait le Mexique, il y avait le Brésil, il y avait la Colombie. Je sais plus c'est qui le dernier. Mais globalement, leur flotte qui ne faisait pas le poids face à la mienne. Les pertes étaient plutôt rentables pour moi. Donc c'est vraiment pour montrer à quel point ces stacks que je viens de vous présenter, surtout le premier, sont vraiment rentables niveau puissance et
Si vous voulez vraiment avoir une domination plutôt stable au niveau naval, bah faut les utiliser quoi. Voilà. En tout cas, essayez de s'en rapprocher. Après, sous-marin d'attaque, vous voyez, c'est pas. On peut pas dire que c'est un stack primordial, le stack avec 5 sous-marins simples, parce que enfin, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut y penser, je veux dire. Par contre, 5 croiseurs plus un officier de marine, bah, comme ça enfreint cette limite, il n'y a pas forcément tout le monde qui va y penser. Voilà. Après, moi, je trouvais que le stack était vraiment bien. Donc, sauf niveau vitesse, hein, avec les croiseurs et l'officier de marine. Vous pouvez peut-être me convaincre dans les commentaires qu'il y a bien mieux. Donc, s'il y en a qui ont des propositions, je les attends. Et voilà pour la présentation de ces stacks. Donc au final, pour finir avec ce contexte, j'ai pu retenir les puissances américaines en général, hein, puisque c'était dans l'Amérique du Nord et du Sud. J'ai pu les retenir et pour l'instant, il y avait mes alliés, donc qui étaient la Syrie et la Biélorussie, qui ont pu envahir tout le reste de l'Afrique, ce qui était quand même une bonne grosse partie, pour ensuite s'occuper de l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, donc de la coalition américaine. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc pour la fin de l'histoire, il y a la Biélorussie qui avait avant cela envahi la Roumanie. Et pendant qu'ils étaient en train d'envahir l'Afrique avec la Syrie, eh bien la Roumanie, la Biélorussie, pardon, a annexé Bucarest. Alors dans cette map, Bucarest est une ville enclavée, donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas de lien avec la mer. Sauf que dans la game où j'étais, c'était une game World War 3. Donc, il y a un fleuve qui relie Bucarest à la mer Noire. Et donc, la Biélorussie avait annexé Bucarest. Elle a construit une base navale niveau 5. Et elle a construit deux porte-avions. Sur ces porte-avions qu'elle a amélioré jusqu'au niveau. Alors, c'était niveau 2 ou niveau 3? Ouais, c'est niveau 3. Donc porte-avions qu'elle a amélioré jusqu'au. Ouais, c'est à niveau 3. Euh, Elle a mis dessus des avions d'élite, donc avions auxquels je n'ai pas accès par exemple. Donc avions d'élite très puissants contre le terrestre. Par contre, le désavantage c'est l'aérien. Une petite stat aussi contre les navires. Donc elle avait mis de ces types d'avions plus des chasseurs de spécialité aérienne maritime. Donc ici, et des chasseurs bombardiers maritimes. Voilà. Et avait décidé de bombarder après l'Afrique, Cuba. Donc elle s'est rendue vers Cuba avec ses porte-avions et ses avions. Elle a bombardé Cuba pendant 2-3 jours. Et puis Cuba qui avait la plus puissante flotte des Américains, de la coalition américaine. Donc Cuba qui s'est fait défoncer en fait. Donc c'est vraiment le mot. Donc Cuba qui n'a pas pu résister à la Biélorussie. Qui d'ailleurs, au passage, la Biélorussie qui n'a pas de, de ville côtière initialement, donc c'était plutôt bien joué de sa part. Et cette stratégie des porte-avions, vous voyez, qui ont servi dans ce contexte particulier, bah, je l'ai bien retenu parce que je me suis dit que ça pourrait me servir, un de ces quatre, dans une prochaine game. Pourquoi pas? Voilà. Euh, J'espère avoir été le plus clair possible. Si vous voyez le moins d'inconvénients dans cette vidéo, bah, n'hésitez pas à le signaler en commentaire, comme ça aidera tout le monde. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend de là où vous êtes dans le monde, bien évidemment. Et on se dit à plus!